amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtre et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, you already know, yeah, my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, hi, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, ok? Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que ma vidéo d'aujourd'hui et la suivante auront un lien. Quel lien? Je vous dirai pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous le verrez hein, dans la description de toute manière. Parce qu'on va parler encore une fois de tueurs en série. Mais en fait, dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, le lien entre les deux tueurs en série dont on va parler, c'est qu'ils vont commettre des crimes pratiquement à des périodes simultanées. Et ils étaient voisins. Yeah, ils étaient voisins. C'est une dinguerie. Yeah, I know. Donc, pour le premier épisode de cette mini-série de 2 épisodes, nous allons parler aujourd'hui de Harrison Graham. Alors, je vous donne un heads up. La vidéo d'aujourd'hui ne sera pas très longue. Elle sera super courte. Par contre, la prochaine sera un peu plus longue que celle-ci. Ok, stay with me. Commençons du coup cet épisode. Parlons de Harrison Graham. Qui était-il? Qui est-il? Who is he? Who was he? Who is you? Let's go. Alors, qui est Harrison Graham? Harrison Frank Marty Graham est né le 9 septembre 1959 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants et il était le seul en fait de sa fratrie à avoir un léger retard mental. Quand je parle de retard mental, ça va être tout ce qui va être lié à la parole, à la lecture, etc. Mais aussi il avait en fait des problèmes, de gros problèmes de discipline. Forcément en tenant compte en fait de son retard mental, on peut deviner en fait qu'il n'irait pas très loin au niveau études et c'est ce qui est arrivé parce qu'il va arriver jusqu'en seconde et il pouvait tout simplement plus, donc il va abandonner et après ça on ne sait pas ce qu'il a fait et d'après sa mère en 1971 il aurait été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pendant 2 ans. Après son hospitalisation il va tout simplement trouver un travail, donc il a trouvé un travail dans la construction, il a travaillé dans la construction jusqu'en 1979 où en fait il a mis assez d'argent de côté pour quitter le domicile familial et prendre son envol d'adulte. Donc il quitte le domicile familial et il emménage en fait dans un petit appartement dans un quartier chaud du nord de la Philadelphie et en fait à ce moment-là il s'est mis à sombrer brusquement. Enfin j'ai pas réussi à trouver pourquoi, personne ne sait exactement pourquoi, mais il va commencer en fait à se laisser entraîner par déjà c'est un quartier où la sécurité c'était pas du tout ça, il y avait les gangs etc, le trafic de drogue, tout ça. Donc il a commencé à sombrer en fait dans la drogue, il se droguait beaucoup et ensuite il traînait beaucoup avec les prostituées et les pimps des prostituées. Donc c'était en gros sa nouvelle vie d'adulte. Il va rester dans ce petit appart jusqu'en 1983 où il va en fait changer d'appartement. Il va emménager dans un nouvel immeuble je dirais. Et la particularité de cet immeuble c'est que en fait les appartements sont beaucoup plus grands. Et en fait beaucoup d'appartements sont inoccupés du coup. Donc il y a beaucoup moins de voisins. Donc ce qu'il a fait c'est que il a emménagé son appartement. Voilà il emménage et on se dirait ah bon il va reprendre le boulot, il va reprendre une vie normale. Ah non, c'est pas ce qu'il fait. Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il va tout simplement transformer son appartement en point de deal. Donc les gens venaient là pour se procurer en drogue, les gens venaient là pour se droguer là. Enfin voilà, c'était un point de deal, voilà, local, je dirais. Donc ça va durer jusqu'à
mi-1986 parce que à partir de mi-1986, il va commencer à faire autre chose qu'il ne pouvait plus faire si des gens continuaient en fait à venir chez lui. Et quelle est cette chose? Vous l'avez deviné. Il a commencé à commettre des meurtres. Version Dahmer. Vraiment version Jeffrey Dahmer. C'était... Quand j'étudiais cette histoire, je disais, ouais, mais en fait, c'est Jeffrey Dahmer, version noire. On sait juste pas si lui, il a goûté à ses victimes. Mais c'était Dahmer, version noire. Period. Donc, je vous ai dit que à partir de mi-1986, il s'est mis à commettre des meurtres dans son appartement. Bah, oubliez ce que je viens de vous dire. Non, n'oubliez pas. Mettez ça de côté dans votre tête. Ok? Faites un bond dans le temps et on atterrit en 1987, précisément mi-1987, l'été 1987, ok? Donc cet été-là, en fait, les voisins enfin, il y avait peu de voisins, parce que beaucoup d'appartements étaient inoccupés, mais en fait, le peu de voisins qu'il y avait ont commencé à se plaindre de l'odeur nauséabonde qui sortait de son appartement. Donc ils vont essayer de le voir pour lui dire, en fait, mon gars, ça pue de ton appartement, enfin, trouve une solution, etc. Et en fait, quand ils ne vont pas trouver une solution avec lui, ils vont tout simplement en fait se retourner contre le propriétaire. Donc le propriétaire va essayer de voir avec lui et lui dire nettoie ton appart, qu'est-ce qu'il y a, enfin pourquoi ça sent aussi fort, etc. Mais en fait, le propriétaire se heurtait à un mur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lui demander en fait de vider les lieux. Voilà. Si ton appartement va continuer à sentir comme ça, bah tu libères mon logement et tu bouges en fait. Et à ce moment-là, quand le propriétaire lui a dit en fait que faut que tu vides les lieux, il va se calfeutrer dans l'appartement. Il va mettre des bois vraiment derrière, il va avec des clous et tout, il va se calfeutrer dans l'appartement. Donc c'était impossible de pénétrer. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que il pouvait plus rester là. Il pouvait plus rester là parce que en fait, ce n'était qu'une question en fait de jours pour que on découvre ce qu'il y avait dans son appartement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un sac, il va prendre quelques affaires et il va se barrer. Il va partir par les escaliers de secours en fait qu'il y a à l'extérieur en fait de son appartement. Il va fuir par là. Après sa fuite, le propriétaire qui ne savait pas trop s'il était là ou s'il n'était pas là, va donc il va finir par faire appel à la police parce que en fait, tu ne peux pas casser la porte toi-même, ce serait pénétrer par effraction, enfin chez ton locataire, etc. Donc il a appelé la police, il leur a expliqué le truc. Donc la police est arrivée, ils ont dégagé la porte, enfin ils ont brisé la porte avec voilà. Et juste en ouvrant la porte, ils ouvrent la porte. Et ils tombent sur deux cadavres. Il y en a un qui est totalement nu. C'était deux jeunes femmes noires. Un qui est totalement nu. L'autre qui est à moitié nu. Là, les policiers se disent « The shit ». Ouais, ils étaient... En fait, c'est là que, en fait, ils se rendent compte que l'appart sent la mort, tout simplement. L'appart sent tout simplement la mort. C'est rien d'autre. Nothing else. La mort. Et en fait, je sais pas ce qu'il leur a pris parce qu'à côté des cadavres, ils vont trouver des sacs. Donc il y avait des sacs poubelles, il y avait un sac de voyage. Il y en a un qui a ouvert le sac voyage. Et il a trouvé en fait des pieds, des mains, des os humains découpés. Et ils se sont dit, dans quoi on s'est embarqué là? Mais dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? Oh my god. Oh my god. Et ils se sont pas arrêtés là. Ils ouvrent son armoire dans sa chambre, encore des ossements humains. Ils se sont dit, mais what the shit? Ah non, mais j'étais pas là, mais je pense que les policiers ils devaient être au bout de leur vie. Hein. Ils devaient être en mode... Non, le gars... Donc là, ils se sont dit, il y a un problème. Et il est où, votre locataire, vous dites? Parce qu'il n'a pas l'air d'être là, hein, parmi ses victimes, hein, du tout. Donc il est où? Et donc il n'est pas là. Voilà. Donc la police a tout simplement commencé à... Enfin, ils ont mis un mandat d'arrêt à son nom. Tout simplement, ils ont commencé à le chercher. Hein, parce que faut que tu nous expliques. Tu as beaucoup d'explications à donner. Ah oui, oui, oui. Donc pendant que la police en fait recherchait Harrison, il y avait les légistes qui se sont mis à faire leur boulot, à bosser tout simplement, et ils vont réussir à identifier en fait tous les os qu'ils ont récupérés dans l'appartement. Enfin, il n'y avait pas que des os, hein, il y avait des morceaux de corps en putréfaction, etc. Donc ils vont réussir à identifier toutes les victimes de Harrison, et au total, il y en avait 7. Je cite. Cynthia Brooks, 27 ans. Valérie Jamison, 25 ans. Marie Jeter Matisse, 36 ans. Barbara Mahoney, 22 ans. Robin Deschazor, 29 ans. Sandra Garvin, 33 ans. Patricia Franklin, 24 ans. Et d'après les légistes, la première victime
de Harrison a été assassiné un an en fait plus tôt, donc courant mi-1986, et les 2 dernières victimes dont les cadavres étaient sur le sol avaient été assassinées quelques jours plus tôt, maximum 10 jours plus tôt. Et il y a une particularité, il y a l'une de ces victimes qui était très proche de lui, il s'agissait de Robin DeShazer, celle qui avait 29 ans. En réalité, il s'agissait en fait de sa petite amie de l'époque. Et apparemment, il y a eu des témoins qui ont raconté plus tard que ils l'ont vu la battre plusieurs fois. Donc ça n'a pas choqué les gens d'apprendre que en fait, elle faisait partie de ces victimes. C'est dingue. C'est dingue. Anyways, il sera arrêté finalement dans sa fuite. Il sera arrêté le 17 août 1987. Il sera automatiquement inculpé en fait de 7 meurtres capital parce que period dot. Du coup. Et son procès va débuter un an plus tard, moins d'1 an plus tard, c'est-à-dire le 7 mars 1988. Et le premier jour du procès, jury ou pas jury, il va dire au juge qu'il veut un procès sans jury, déjà. Donc, tu veux un procès sans jury, qu'est-ce que ça veut dire? Il va leur dire que il reconnaît ce qu'il a fait et qu'il veut plaider coupable. Donc, voilà. Tout le monde était en ok, ça va nous faire des économies. Ok, tout le monde est d'accord. Donc, il a tout simplement plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Et la prosécution va faire son boulot, ils vont tout simplement dire, voilà, nous on demande la peine de mort en fait pour chaque meurtre qu'il a commis. Et la défense aussi va faire son boulot, ils vont faire leur boulot et ils vont tout simplement voilà, présenter le fait que ce serait bien d'être clément envers lui parce que c'est peut-être des meurtres au premier degré, etc., mais il a un retard mental. Si j'étais le juge, j'aurais baffé l'avocat en fait. J'en ai rien à cirer qu'il a un retard mental. Son retard mental ne l'empêchait pas en fait de se rendre compte que ce qu'il faisait était quelque chose de mal. La preuve, il savait que c'était mal au point où, quand il a su que sa bulle allait éclater, il a pris ses affaires et il a fui. Quelqu'un avec un retard mental qui ne sait pas, qui est en mode il serait resté là au milieu des cadavres, ok, mais il a fui parce que il savait très bien qu'il a fait quelque chose de mal. Il le savait. Donc, whatever. Donc, le juge va rendre son verdict. Il va rendre son verdict le 28 avril 1988 et Harrison sera condamné à 6 fois la peine de mort et 1 fois la peine à perpétuité, la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Et la partie clémente de sa peine, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, c'est une blague. La partie clémente de sa peine, c'était tout simplement que, en fait, il ne serait exécuté qu'une fois après avoir purgé toute sa peine de prison à perpétuité. Donc en gros, il ne sera jamais exécuté. Non, vous êtes pas les seuls choqués. J'avais la même réaction, j'étais en mode une blague. Non, c'est une énorme blague. C'est de la comédie à ce niveau. Bref. Et quand vous vous dites que c'est terminé, non, il y en a encore. Il y en a encore parce que vous ne savez pas la meilleure. La meilleure, c'est que à la fin du procès, son avocat a fait la demande pour que la police lui rende son nounours, le Cookie Monsters, qu'ils ont saisi au moment où il a été arrêté parce que c'est un nounours auquel il est attaché depuis très longtemps et que c'est pratiquement la seule chose qu'il a pris de chez lui quand il s'est enfui. Donc il faut qu'on lui rende son Cookie Monster. C'est pour ça qu'on l'appelle le Cookie Monster Killer. Je lui aurais bien rendu son nounours après avoir mis des coups de ciseaux dedans. Voilà. Lui, il est encore vivant. Il a toujours son Cookie Monster nounours avec lui. Par contre, ses victimes, c'est fini, quoi. Cette histoire me met en colère, je vous jure. Ça me met en colère. Donc, voilà. Il purge toujours sa peine. Il est en prison aujourd'hui. Donc, si vous avez envie, voilà, de lui envoyer, je sais pas, quelque chose par recommandé, allez-y, faites-le. Moi, je lui enverrai bien des crottes de mes lapins que je ferai passer pour du raisin sec. Ça pourrait passer. Non, mais parce que ce type de personne, en fait, retard mental ou pas, en fait, il mérite le pire. Il mérite le pire. Je suis désolée, il mérite le pire. Period dot. Voilà. On s'arrête là. Donc voilà un peu l'histoire d'aujourd'hui. Donc c'est le premier épisode de notre mini-série de 2 épisodes des tueurs en série voisins. Je suis sûre que vous voulez savoir qui est le second tueur en série. Vous allez taper sur internet, vous allez chercher I know you will do that, but don't do that. Sinon la surprise sera gâchée. Don't do that. Ok?
Donc voilà, c'est notre premier épisode de notre petite mini-série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes lapins ne m'ont pas dérangé pendant que je filmais. C'est une dinguerie. Je bois du champagne. Non, j'ai pas le droit. Je prends certains médicaments dont je peux pas. Donc bon, anyways, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.